Bonjour François Hartog. Bonjour Jean-Frédéric Chaube. François Hartog, le public lecteur connaît de vous la trajectoire qui vous a conduit depuis une enquête sur Hérodote, qui s'inscrivait dans le courant d'une approche historiographique et anthropologique de la cité et de l'écriture grecque, jusqu'à la formulation d'une critique de la vie intellectuelle à travers la notion de présentisme. C'est autour de ce parcours que je vous propose que nous nous entretenions aujourd'hui. Et ma première question reprend le début de votre parcours. Pouvez-vous revenir sur le choix de la Grèce ancienne et sur ce qu'il offre à un historien qui ne s'y réfugie pas comme un domaine à l'abri du fracas du monde, mais qui est en fait un lieu de réflexion? Merci pour cette première approche. Au fond, vous avez employé l'expression refuge, la Grèce comme refuge. Et je dirais que peut-être au tout début, c'est-à-dire dans l'immédiate après 1968, avec le moment comme ça de déception que nous avons pu vivre dans les mois qui ont suivi, la Grèce a pu, l'Antiquité, le choix de l'Antiquité, de l'histoire ancienne, a pu m'apparaître comme une espèce de refuge pour réfléchir autrement. C'est-à-dire quitter cette actualité qui nous avait déçus, qu'on n'avait pas su appréhender correctement. Mais très vite, le refuge s'est transformé en toute autre chose grâce à ceux avec qui j'ai commencé à travailler, ceux que j'ai rencontrés, à savoir Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet principalement, qui étaient justement des hommes, l'un et l'autre, qui, pour des raisons différentes et avec leur chemin chacun respectif, ont choisi la Grèce, mais jamais la Grèce comme refuge. Vernant en a fait un laboratoire de réflexion politique, puisque son approche grecque de la Grèce est fondamentalement, foncièrement et jusqu'au bout politique. Et Vidal-Naquet a fait de la Grèce, lui aussi, dans la suite de Vernant, le choix de la Grèce pour des raisons politiques, et il y a ce texte notamment, la cité grecque comme, je ne sais plus comment, expérience politique, enfin, c'est le fil. Bon. Par conséquent, je me suis inscrit là-dedans. Et ajoutons que dans les début des années 70, par là, la Grèce, à travers l'approche anthropologique, qui était celle de Vernant, à travers ce qu'il appelait la psychologie historique, mais qui pour nous était beaucoup plus Lévi-Strauss et son anthropologie sociale, l'approche de la Grèce devenait un enjeu de débat intellectuel du moment. Encore une fois, jamais il n'a été question pour moi, ni pour tous ceux qui ont travaillé avec eux dans ces années-là, jamais il n'a été question d'actualiser la Grèce. De dire « Ah, nous y trouvons tout ce que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui ». Jamais ça n'a été évidemment cette position, mais la Grèce comme un élément pertinent pour réfléchir sur le contemporain. Mais alors, quand on lit vos travaux d'hellénistes, on remarque immédiatement que vous avez façonné votre propre atelier d'historien, et vous l'avez fait en relation étroite avec des anthropologues. Vous venez de citer Claude Lévi-Strauss, c'est également le cas de l'œuvre de Marshall Sahlins, et j'aurais aimé que vous nous en disiez plus sur ce rapport entre l'histoire et l'anthropologie qui a été au cœur de votre travail. Oui, alors il y a eu plusieurs temps, évidemment. Le premier temps, c'est celui de Lévi-Strauss à travers, alors, justement, la lecture, par exemple, qu'en donnait quelqu'un comme Marcel Détienne, c'est-à-dire la mythologie, les mythes grecs. À cela, j'ai, au fond, peu participé directement par mon travail. Et puis, il y a le Lévi-Strauss qui, moi, m'a toujours intéressé, même plus qu'intéressé, a toujours été présent, au fond, sur ma table de travail. C'est le Lévi-Strauss qui propose une vision générale du monde et des civilisations. Et j'ai souvent dit que pour moi, Hérodote, justement, qui a été l'espace de mon premier livre, Hérodote, est une espèce de Lévi-Strauss de l'Antiquité.
C'est-à-dire qu'il a construit un tableau du monde, des civilisations, avec évidemment les instruments intellectuels qui étaient les siens, avec cette opposition entre le nord, le sud, le chaud, le froid, enfin, toutes ces catégories avec lesquelles le grec, le barbare, au premier chef, au moyen desquels on pensait le monde. Et Lévi-Strauss, alors évidemment, il ne s'agissait pas ni de transformer Hérodote dans Lévi-Strauss, ni de dire que les catégories d'Hérodote étaient celles de Lévi-Strauss, pas du tout, encore une fois, mais il y avait là une inspiration. Et d'autre part, Lévi-Strauss a pour moi toujours représenté de manière un peu paradoxale, puisqu'on lui a beaucoup reproché de supprimer l'histoire, de faire disparaître l'histoire, de récuser l'histoire, a toujours représenté pour moi quelqu'un qui n'avait cessé, d'une certaine manière, de poser la question de l'histoire, à partir d'une expérience qui était celle qu'il avait connue d'abord au Brésil. Alors ça, c'est le premier temps. Et Marshall Sahlins, il intervient à un autre moment, beaucoup plus directement, et plus tard, à travers cette réflexion qu'il a développée dans le livre qui s'appelle « Des îles d'histoire » ou « Des îles dans l'histoire », qui est précisément la question de l'histoire dans ces sociétés que, encore dans les années 50-60, on était prêt à considérer comme étant des sociétés sans histoire. Et la réflexion de Sahlins sur les sociétés maoris a essayé de montrer que non seulement il y avait de l'histoire, mais qu'il y avait un mode particulier de produire de l'histoire. Et cela m'a beaucoup servi, alors plus tard, comme point d'interrogation quand j'ai essayé de proposer cette notion de régime d'historicité. Bon, Lévi-Strauss au début et puis tout du long, et Sahlins à ce moment précis, ont été pour moi des repères majeurs. Alors, vous évoquez la notion de régime d'historicité. Après que nous avons évoqué ensemble, au fond, l'importance qu'a eu pour vous le travail d'histoire de l'historiographie à travers Hérodote que vous avez cité, Pausanias qui est très présent dans les mémoires d'Ulysse, également Polybe et Plutarque. Vous êtes aussi penché sur le travail intellectuel de Fustel de Coulanges, d'historiens du XXe siècle tels Arnaldo Momigliano ou Moses Finlay. Et au fond, une question qu'il est légitime de poser à toutes les personnes qui ont consacré beaucoup d'énergie à construire l'histoire de l'historiographie, c'est au fond quel est le lien, selon vous, qu'il convient d'établir entre cette démarche intellectuelle, histoire de l'historiographie, et l'histoire des sociétés qui ont produit ces historiographies. Alors, je crois qu'on peut répondre à cette question en deux temps. Premier temps, c'est de dire, mais l'histoire, comme toute pratique intellectuelle, comme toute discipline, a une histoire. Et une histoire qui s'est voulue, cette discipline scientifique au XIXe siècle, dans le cours du XIXe siècle, une histoire que, précisément, elle a récusée, en se présentant comme étant « enfin, nous faisons une histoire scientifique ». Et donc, tout ce qui précède, bon, n'a pas un intérêt majeur. En tout cas, ça n'est pas un élément vivant que l'on puisse interroger pour ce que nous voulons faire, nous, aujourd'hui, qui est cette histoire véritable, qui est cette histoire téléologique, qui est cette histoire nationale. Bon. Donc c'est réintroduire, au fond, l'histoire dans l'histoire elle-même. C'est le premier élément. C'est ce que fait, par exemple, quelqu'un comme Arnaldo Momigliano, dont vous avez parlé, avec en plus chez lui la prise en considération très forte, justement, de toute la dimension classique au sens de l'Antiquité. C'est-à-dire on commence avec les historiens de l'Antiquité et on suit, d'une manière généalogique, au sens ordinaire du terme, de manière généalogique, cette construction d'un savoir au fil des siècles et
du même coup, il accorde une grande place à tout ce qu'ont été les pratiques d'érudition. Ça, c'est une première voie qui a tout à fait sa légitimité, son intérêt, mais qui, je crois, a ses limites également, parce que, justement, ça confine, au fond, l'historiographie à une espèce d'ajout, de dimension supplémentaire de l'histoire, mais rien de plus. L'historiographie me paraît alors sortir ou excéder ces limitations à partir du moment où on pose la question de l'écriture de l'histoire, telle qu'a pu la poser au milieu des années 1970 Michel de Certeau. Non pas pour engager je ne sais quel débat absurde sur l'histoire et la fiction, c'est la même chose, et donc on peut écrire n'importe quoi, tout est bon, c'est pas de ça du tout dont il s'agit. C'était prendre en compte que l'historien est quelqu'un qui écrit. Bon, qu'il le veuille ou non, il est quelqu'un qui écrit, et quelle incidence cela a sur la manière de construire ces problématiques. Pas seulement savoir s'il écrit bien ou s'il écrit mal. Langlois et Seignobos terminaient leur manuel fameux sur l'introduction aux études historiques en disant « Un historien ne doit jamais s'endimancher ». Bon, voilà comment il faut écrire, il ne faut jamais s'endimancher. Voilà, c'est la formulation la plus plate qui, je pense, aurait réjoui Gustave Flaubert s'il l'avait connu. Bon, précisément, c'est la négation de cette dimension d'écriture. Et de dimension d'écriture qui veut dire aussi les modalités d'intervention de l'historien dans son propre texte. C'est-à-dire tout ce qu'on a développé, tout ce qui s'est rassemblé autour de la problématique de l'énonciation, et qui a été reprise par des gens comme Michel de Certeau, mais qui a d'abord été proposé par Émile Benveniste. Et cette interrogation sur l'énonciation, à travers le dispositif de l'énonciation, pour ma part, m'a beaucoup servi pour justement interroger Hérodote. Comment Hérodote intervient-il lui-même dans son propre récit? Comment, selon quelle modalité? Et par conséquent, comment se positionne-t-il par rapport au savoir partagé de son temps? Comment s'y oppose-t-il? Comment construit-il son récit? Qu'est-ce qu'il considère comme étant le plus vraisemblable quand il lui faut choisir entre plusieurs récits? Donc tout cela, ça fait partie de l'historiographie entendue en ce sens. Et troisième point que l'on peut ajouter, l'historiographie, dès lors qu'on envisage la question du temps, du rapport au temps, est une manière d'inscrire, alors cette fois, pas seulement l'historien dans l'histoire et l'histoire dans une histoire de l'histoire, mais d'inscrire l'histoire dans un rapport au temps, comme une manière de traduire des expériences du temps. Et on arrive alors à cette perspective, cette approche qui a été celle que j'ai essayé de proposer avec le régime d'historicité. Donc l'historiographie, pour moi, elle couvre tout cela. Vous venez d'évoquer le nom de Michel de Certeau, qui avait dans le célèbre texte sur la découverte par Christophe Colomb de l'allégorie de l'Amérique, ouvert son horizon à cette dimension de l'histoire occidentale. Et vous-même, dans votre livre « Ancien, moderne, sauvage », vous procédez à un élargissement de votre questionnaire en montrant, ce qui était déjà présent dans le miroir d'Hérodote, que la construction du regard européen sur les autres parties du monde mobilise les connaissances et la mémoire des mondes anciens comme cadre d'analyse par défaut de sociétés indéchiffrables. Comment analysez-vous votre contribution à l'extension du questionnaire, peut-être en direction de l'histoire globale? Oui, donc il y a plusieurs aspects là dans votre question. Parlons un tout petit peu du livre « Ancien, moderne, sauvage ». Et au fond, ma contribution, ce serait ça. C'est que je suis parti de ce couple canonique, ancien-moderne, sur lequel on a construit
énormément de choses à partir du moment où il est devenu opératoire, c'est-à-dire à partir du VIe siècle. Il se constitue, moderne apparaît à ce moment-là, ancien moderne commence à fonctionner, mais il va être opératoire jusque très tard dans le temps moderne. Et en France, le couple ancien-moderne, à mon avis, perd toute légitimité, non seulement intellectuelle, mais politique, au moment de la Révolution française. Puisqu'au fond, la Révolution française, c'est la dernière querelle des anciens et des modernes, et qui se tranche, là, au bénéfice des modernes, et dont vous avez une formulation tout à fait explicite avec Benjamin Constant dans sa fameuse conférence de 1819 de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. La liberté des anciens, c'est une liberté de participation, la liberté des modernes, c'est celle d'une jouissance privée, et il ne faut, à confondre les deux, on mène directement à la terreur. Du moins, c'est l'analyse proposée par les libéraux dans les années suivant la Révolution. Donc c'est le couple ancien-moderne ne doit plus être mobilisé en France, en tout cas parce que les choses sont différentes en Allemagne, ne doit plus être mobilisé à partir de ce moment-là. Ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à ce qui se passait dans ce couple dès lors qu'intervenait, qu'on faisait intervenir ce troisième élément qui surgit à partir de la découverte ou de l'arrivée dans le Nouveau Monde des Européens, découverte par les Européens et leur arrivée dans le Nouveau Monde, à savoir le sauvage, celui qu'on a baptisé le sauvage avec un S majuscule. Et, comme vous l'évoquiez dans votre question, comment appréhender ce sauvage? Puisque ce sauvage, il n'aurait pas dû être là. Rien ne l'avait annoncé, ni la Bible, ni Aristote, ni Platon, ni personne. Donc, il n'aurait pas dû être là, et pourtant, il est bel et bien là. Donc, il faut faire avec. Et vous savez bien toutes les interrogations qui ont été développées. Appartient-il à l'humanité? Non, un peu. Jusqu'à quel point? Peut-il entrer pleinement? Oui, mais il faudra du temps. Enfin, bon, tous ces débats qui ont ensuite duré des siècles. Et une des façons d'apprivoiser le sauvage, une des premières façons d'apprivoiser le sauvage, a été justement de mobiliser les textes de l'Antiquité, Pline, mais aussi Hérodote et d'autres, pour utiliser les catégories qu'eux-mêmes avaient mises en place pour penser l'altérité de leur monde. C'est dans un premier temps. Et un effet non nécessairement voulu, mais tout à fait patent de cela, c'est que quelqu'un comme Hérodote, qui était considéré comme un menteur, très largement, se trouve recrédibilisé, parce qu'au fond, ce qu'il a décrit, on en trouve des traces, enfin des manifestations, des expressions tout à fait tangibles, puisque les sauvages, on peut les toucher, on peut surtout les supprimer. Mais ça, c'est un effet secondaire, si vous voulez. Mais ce n'est pas indifférent justement dans le rapport qu'ensuite il va falloir établir avec l'Antiquité. Nouveau rapport qu'il va falloir établir avec l'Antiquité. Et second effet secondaire, ou second effet en retour, c'est qu'à utiliser des catégories de l'Antiquité pour penser ce monde absolument inédit, on tend à éloigner du même coup le monde ancien, à l'ensauvager. Donc s'introduit là une distance qui elle-même va cheminer et à partir de laquelle pourra se construire ultérieurement ce qu'on peut appeler l'approche anthropologique du monde ancien. C'est-à-dire cette altérité de ce monde ancien que, par ailleurs, les hommes de la Renaissance, les humanistes, ont tendu au contraire à rapprocher, puisque ce monde redevenait tout d'un coup celui qu'il fallait
qu'on le redécouvrait, ce monde de l'Antiquité, de la gloire, grande gloire de Rome et d'Athènes, ce monde qu'il fallait s'efforcer d'imiter pour espérer un jour le dépasser. On en vient à présent à la question qui vous a sans doute été 1000 fois posée. Quelle définition donnez-vous au présentisme et comment cette notion s'est-elle formée dans votre travail de recherche et dans votre travail d'écriture? Alors la question, certes, est revenue déjà quelques fois, mais je la reprends probablement de différentes manières parce que le présentiste lui-même vieillit et il se transforme, ou on en saisit mieux, à mon avis, la puissance et l'insistance. Le point de départ, c'est justement Salins et ses propositions sur l'histoire dans le monde maori. Ce type d'histoire qu'il avait qualifié d'histoire héroïque. Donc, pour moi, j'ai vu là ce que j'ai appelé régime d'historicité, c'est-à-dire une manière, chez les Maoris, de construire l'articulation des catégories du passé, du présent et du futur, sachant qu'elles n'opèrent pas du tout de la même façon que dans le monde occidental à la même époque. Et passer de cette première formulation au fond locale à une formulation plus générale, l'occasion en a été pour moi un séjour à Berlin d'une année, au cours de laquelle, c'était peu de temps après la chute du mur, donc au début des années 90, 1990, j'ai eu presque l'intuition, si on veut, qu'on pouvait transporter cet instrument, encore une fois local, pour rendre compte de ce qui s'était passé dans le monde occidental, et plus directement en Allemagne et en Europe. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec cet instrument, analyser les transformations de nos expériences du temps au cours des 30, 40 et maintenant plus de 40 dernières années. Et alors, en travaillant sur cette notion, il m'est apparu que si jusqu'alors nous avions été dans un régime d'historicité que j'ai appelé de manière absolument non originale régime moderne d'historicité, comme il y a eu le passage de l'ancien régime à un régime nouveau avec la Révolution française, le régime moderne était caractérisé par la prédominance de la catégorie du futur et soutenu par le progrès, le développement, l'évolution, toutes ces notions qui structurent et qui donnent sa dynamique au XIXe siècle principalement, et encore une partie du XXe siècle. Bon. Le XIXe, et je lis en ce moment, je relis du texte d'Ernest Renan, je veux dire, c'est stupéfiant. Cette puissance de mobilisation de l'avenir est quelque chose de stupéfiant qu'on a complètement oublié. Or, cette domination du futur sur les autres catégories, puisque vous vous placez du point de vue du futur pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé. Et du même coup, vous avez une continuité temporelle du passé, du présent et du futur, mais sous la direction du futur, avec la lumière du futur. Ce puissant modèle qui a été celui de l'Europe moderne, qu'elle s'est efforcée d'imposer partout dans le monde, sous le nom de modernisation, eh bien, on voit très bien qu'il a connu toutes sortes de mises en question. Il ne s'agit pas de dire que ça a toujours été cette merveilleuse avancée glorieuse du futur
etc. Mais il est resté, ce futur, dominant. Et c'est seulement, alors on peut discuter de la date, mais enfin dans les années 70, chez nous, à la fin des Trente Glorieuses, que les crises des années 70, la crise du pétrole, enfin vous avez toute une série de signes, que le futur perd de sa force, de son évidence, perd de sa capacité de mobilisation, de sa capacité d'attraction, et que, concomitamment, le présent devient la catégorie dominante. Ce qui a pour effet de rejeter le passé dans l'obscurité. Puisqu'à partir du présent, qui lui-même se prend lui-même comme objet, le passé n'a plus de pertinence, où tout est également intéressant, où tout est également inintéressant, et que vous parliez de ce qui s'est passé 10 ans plus tôt ou 3000 ans plus tôt, enfin, c'est la même chose. Ça n'est pas plus, c'est tout aussi exotique, d'une certaine manière. Bien. Et le futur, lui, aussi s'obscurcit. Et c'est cet état-là de nos sociétés que j'ai essayé de saisir à travers cet instrument du régime d'historicité qui permet, non pas de rendre compte de tout ce qui se passe dans nos sociétés, ce n'est pas l'explication universelle de tout, mais qui jette comme ça un éclairage singulier et, à mon avis, pouvant apporter justement un peu plus d'intelligibilité sur le monde dans lequel nous nous trouvons. Et, bien entendu, le présentisme, je l'ai dit, il n'est pas statique. Donc, il ne s'est pas installé un beau matin et comme un nouveau mode de production. Et puis, après, il est venu après un autre, et puis il y en aura un autre ensuite. Ce n'est pas du tout ce type de schéma qui est dans ma manière de voir les choses. Et le présentisme n'est pas non plus, parce que si on m'a 1000 fois posé la question, comme vous dites, on m'a aussi souvent reproché d'être une espèce d'exprimer la nostalgie d'un temps d'avant. Hein, je serais un nostalgique je sais pas quoi, du futurisme, du régime moderne d'historicité, et j'appartiendrai donc à cette génération qui doit disparaître le plus rapidement possible, qui a dit que le présent c'était pas bien, que le présent c'était un temps où on ne pouvait rien faire, que vive la remise en marche du temps. Et vous venez d'évoquer la notion d'intelligibilité, et cela me ramène à au fond, un passage d'un de vos livres récents, Croire en l'histoire, publié en 2013, où vous écriviez, où vous posiez la question « Quel est le rôle de l'historien, sinon d'apporter un peu plus d'intelligibilité sur le monde et un surcroît de lucidité à ses concitoyens ?» C'est votre citation. Et alors j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur ce couple, au fond, intelligibilité qui se situe du côté de la science et lucidité que j'aurais tendance à situer plutôt du côté de la politique et de la morale, ainsi que le couple concitoyen qui renverrait plutôt à la société commune, c'est-à-dire toujours encore peut-être la nation, et puis le monde, qui est l'autre dimension. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette... Oui. Bon, en effet, j'ai essayé d'exprimer cette ambition de manière simple et dans une phrase qui ramasse la proposition. Et c'est évident que je ne suis pas le seul à essayer de faire cela et à essayer enfin, à proposer cette conception du rôle de l'historien ou plus largement du chercheur dans le domaine des sciences humaines et sociales, avec la spécificité de l'historien étant celle justement de s'occuper du temps. Alors, intelligibilité, je viens de l'évoquer, c'est-à-dire cet instrument du régime d'historicité, si on accepte de s'en servir, me semble-t-il, aide à mesurer ce qui, dans nos rapports au temps, s'est transformé. Et
on peut ainsi trouver des manières de faire travailler cette notion multiples, dans des champs différents. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on passe d'un jour à l'autre d'un régime d'historicité à un autre. J'ai aussi souvent répété que le régime d'historicité, ça n'existait pas. Ça n'existe pas à l'état pur. C'est un idéal type et qu'on est toujours entre plusieurs régimes d'historicité, ne serait-ce que dans nos vies personnelles. Et que donc dans les sociétés, a fortiori, et que dans une société, tout le monde ne vit pas dans le même temps et que tout le monde n'articule pas de la même manière les catégories du passé, du présent et du futur. Reste que, à un moment, je crois, il y a une catégorie qui installe sa prépondérance. Il y a une sorte d'évidence qui se crée. Bon, le 19e a été placé sous l'évidence de l'avenir. Le 20e, dans les années 70, par là, en dépit des catastrophes du XXe siècle, a été aussi placé sous cette évidence de l'avenir. Et c'est ça qui s'est effondré, du moins pour l'heure. Et donc l'intelligibilité, elle peut venir de là, mais c'est à chacun ensuite de l'élaborer, avec les questions qui lui sont propres, le champ dans lequel il travaille qui lui est propre, et il n'y a pas, comment dire, une espèce d'usage du régime d'historicité qui serait un usage, c'est pas comme je l'ai dit aussi souvent, c'est pas une appellation contrôlée. Bon, et chacun peut en faire l'usage qu'il entend en faire. C'est le propre, me semble-t-il, des notions qui sont comme ça plastiques et qui ont leur utilité, sans être plastiques, sans être trop molles. Bon, après, c'est là toute la difficulté des choses. Bien. Alors, ça c'est pour l'intelligibilité. La lucidité, évidemment qu'elle découle de l'intelligibilité. Si on comprend mieux, on peut apprécier de manière plus lucide la situation, une situation, mais il est bien entendu que l'intelligibilité ne dicte aucune conduite. Vous pouvez en faire un usage divers de cette intelligibilité. Vous pouvez justement dire « Ah, c'est merveilleux ce présentisme qui me donne tant d'opportunités, tant de flexibilité, tant de rapidité, tant de possibilités d'ubiquité, tant de possibilités de vivre en temps réel, etc. » Ou vous pouvez dire « Ce présentisme, quelle calamité qui me plante dans un présent perpétuel qui est celui de toute une série, d'un grand nombre de personnes dans le monde aujourd'hui, à commencer par tous les émigrés, qui ne sont qu'un instant, jour après jour, et qui ne peuvent évidemment accéder à aucune espèce de projet. Tous ceux qui sont privés de projet ou interdits de projet subissent un présentisme qui n'a rien de particulièrement exaltant. Donc le présentisme, il est lui-même multiple, divers. Et la lucidité, je trouve, elle s'inscrit dans la saisie de plus en plus de ces multiples aspects du présentisme. Et par conséquent, elle peut, à partir de là, déboucher sur des actions. Des actions, alors pourquoi je parlais de citoyen parce que l'historien, n'est pas un maître, sûrement pas un maître politique, pas même un maître de morale. Il est celui qui propose, avec d'autres, encore une fois, je ne lui donne aucun rôle éminent particulier, il propose avec d'autres des instruments qui aident à mieux comprendre, je l'espère, et qui, du même coup, peuvent déboucher de la part du citoyen sur des programmes d'action, des projets politiques. Alors j'ai dit citoyen, non pas pour inscrire
tout cela dans le cadre national. En ce sens, citoyen, et peut-être, on peut dire citoyen du monde, si on veut. Hein. Je ne pense pas que justement, le présentisme n'est pas national. Il l'est aussi, mais fondamentalement, il ne l'est pas. Car il s'inscrit, il est une traduction de transformations qui sont des transformations globales, pour le coup. Alors, à plusieurs reprises, depuis le début de cet entretien, vous avez évoqué votre travail d'écriture. Et lorsqu'on vous lit, il est absolument manifeste, tout au long de votre œuvre, que la littérature classique, mais également la littérature contemporaine, joue un rôle de premier plan. Est-ce que vous pourriez expliciter la façon dont vous, au fond, vous engagez un dialogue avec les écrivains d'hier et d'aujourd'hui? Alors, pour le dire là aussi de manière un peu schématique, j'ai toujours travaillé avec des textes littéraires. Et quand on travaille sur l'Antiquité grecque en particulier, il est difficile de faire autrement. Bon, on peut être un épigraphiste et ne croire que dans les inscriptions. Bon, ça n'est pas mon cas. Quand vous travaillez avec Homère, bon, vous êtes obligé de considérer que voilà, c'est un des textes fondateurs de la littérature occidentale. Quand vous travaillez avec Hérodote, oui, c'est un historien, mais qu'est-ce que c'est qu'être historien au Ve siècle? Bon, c'est aussi un texte qui a sa force littéraire. Donc j'ai toujours travaillé avec des textes littéraires, et dans le même temps, j'ai toujours récusé cette position un peu naïve, qui était celle des historiens du temps où ils étaient plus naïfs qu'ils ne le sont aujourd'hui, qui était de dire justement, d'utiliser un texte littéraire comme un document. Disant, voilà, nous avons tel chapitre de Balzac qui nous dit que le Paris des années 1820, c'est comme ça. Bon, ça ne m'a jamais plu. Et ce que j'ai cherché de manière de plus en plus affirmée ou consciente dans les textes littéraires, et jusqu'aux auteurs contemporains, et encore plus pour les auteurs contemporains, c'est leur capacité à dire avant les chercheurs ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas le cas, évidemment, de tous les textes, de tous les romans qui sont publiés à chaque rentrée en France. Mais dès lors qu'on croit que être écrivain, c'est écrire ce qui n'a jamais encore été écrit, il y a dans cette tentative extrêmement redoutable la possibilité justement de saisir quelque chose qui ne peut pas encore être saisi par le chercheur, puisque le chercheur, lui, il vient après. Le chercheur, il vient après et il doit apporter des preuves. Donc il est dans un travail de second degré par rapport à ce qu'il essaye de saisir, en particulier des phénomènes contemporains. Il doit apporter des preuves, il doit renvoyer à d'autres travaux, bon, bref, il est comme la chouette de Minerve, il prend son vol le soir. L'écrivain, il peut se lancer à l'aube. Bon, parfois, il se casse la gueule. Mais c'est ça que je trouve extraordinairement fort chez les écrivains, et c'est cela qui m'a fait me saisir d'un certain nombre de textes d'écrivains contemporains, comme Sebald, ou comme, pour prendre un romancier français, Olivier Rollin, qui, je trouve, à certains moments, ont cette capacité, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement des écrivains, ce que nous ne sommes pas. Alors, vous voulez dire,
le propre de l'écrivain, c'est d'écrire une manière de concevoir la littérature, c'est de penser que l'écrivain est celui qui écrit ce qui n'a jamais été écrit. Et je pense que là, sur ce point, une clarification peut-être s'impose, puisqu'on pourrait mal interpréter votre proposition en l'alignant sur une sorte de logomachie qui aujourd'hui domine de manière, me semble-t-il, je crois que sur ce point nous serons d'accord, l'université, à savoir le discours de l'innovation et le discours de la gestion d'entreprise appliquée aux sciences humaines et aux sciences sociales. Et j'aurais aimé avoir votre réaction sur ce point, sachant que dans votre travail, vous avez également, on n'en a pas encore parlé, eu un rôle très actif dans la conservation et dans la transmission de textes anciens. Je pense notamment aux Vies parallèles de Plutarque et à l'histoire de Polybe, et au fait qu'au fond, le pacte de lecture avec les auteurs anciens, vous avez contribué à le renouveler, et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur la façon dont on peut à la fois s'intéresser, comme vous le faites, à ceux qui prennent leur envol à l'aube, sans abandonner le travail, au fond, patrimonial qui est celui des sciences humaines et sociales. Oui. Bon, vous avez raison de marquer ce point. Quand je dis écrire ce qui n'a encore jamais été écrit, eh bien, pour savoir ce que ça peut signifier, lisez la correspondance de Flaubert. C'est l'homme qui a passé sa vie à ça. Bon. Et passer sa vie à ça, ça veut dire passer sa vie à lire. C'est pas aller chercher l'inspiration le matin dans son jardin de Croisset, hein, ou en barbotant dans la Seine. C'est celui qui a, de façon absolument emblématique dans Bouvard et Pécuchet, celui qui a lu tout ce qu'on peut lire pour de tout ce qui a été écrit tirer quelque chose qui n'a précisément encore jamais été écrit et qui aurait été cette espèce d'encyclopédie du savoir du 19e. Bon, voilà, c'est ça à quoi je songe. Quant au rapport texte du patrimoine, textes patrimoniaux et création, vous venez de voir, pour moi, il n'y a absolument pas d'opposition, presque tout au contraire. Et alors, j'ai fait je me suis occupé de cette édition de Plutarque, édition de Polybe, la collection que nous avions créée aux Belles Lettres, la roue à livres, qui mettait en circulation, justement, cette roue qui tournait, mettait en circulation des textes peu disponibles à l'époque, répondait à deux exigences. La première, qui est de faire en sorte que dans les textes, dans les universités, on ne travaille pas toujours sur les mêmes textes. C'est-à-dire ce corpus extrêmement limité de textes canoniques. Donc essayer d'ouvrir un peu les choses et essayer aussi de proposer des manières de les lire pour les textes canoniques qui ne soient pas exactement celles que, disons, l'humanisme traditionnel avait mises en place. Avec, deuxième élément, l'idée que aujourd'hui nous ne savons que faire de l'Antiquité. À la fois, nous continuons à dire « oh là là, c'est notre patrie, etc. etc. » Bon, la Grèce, mais enfin, ces salauds de Grecs nous doivent de l'argent. Bon, on continue, voilà, on est pris dans cette contradiction. Et nous n'avons pas le courage, nous, nos sociétés, de dire est-ce que nous avons encore quelque chose à faire de tout ce pan, de ce qui a été un élément constitutif de ce qui est devenu la civilisation occidentale, ou non? Et si nous répondons non, alors il faut l'assumer et expliquer pourquoi. Si nous répondons oui, il faut l'assumer aussi. Bon, et ce n'est pas en mégotant sur une demi-heure de latin, de grec, de plus, de moins, en option. Enfin, tout ça, c'est une pure foutaise. Bien.
Si nous répondons non, très bien. Mais je pense que nous avons une responsabilité, nous aurions une responsabilité malgré tout. Car répondre non, en disant tout ça c'est terminé, c'est s'arroger une position d'une arrogance folle. Puisque c'est dire, nous décidons, nous, à l'aube du XXIe siècle, que tout ça c'est fini. C'est une arrogance du présent. C'est une forme de présentisme, peut-être la moins satisfaisante qui soit. Alors que nous avons la responsabilité de faire en sorte que cet héritage, que ce patrimoine, soit transmis à ceux qui viendront après. Puisque, à moins que nous n'imaginions que personne ne vienne après nous, ce qui est le cas dans un certain nombre de conduites apocalyptiques. Mais dès lors que nous ne sommes pas sur ces positions, nous avons la responsabilité de transmettre cet héritage, si je puis dire, en ordre de marche. Nous n'avons rien à en faire. Bon, très bien, nous n'avons rien à en faire. Mais il faut que ceux qui viendront après nous, s'ils ne font pas la même analyse, ou plus exactement que ceux qui viendront après nous, aient la possibilité de ne pas faire la même analyse et que nous n'avons aucun droit de les priver de cet héritage. Alors pour finir, je voudrais vous poser une question que je compte adresser au fond, tous les chercheurs qui participeront aux entretiens de Politica et qui me semble peut-être être au fond un des fils rouges de cette entreprise d'encyclopédie des sciences sociales du politique. Et cette question est la suivante. Pensez-vous que nous vivions aujourd'hui, et nous revenons au présentisme, une révolution qui est la révolution du numérique? Et si votre réponse est positive, au fond, que pensez-vous que cette révolution numérique fait à la fois à votre travail et aux perspectives d'évolution de la société telle que vous l'apercevez? Sur le premier point, la réponse est oui. Il y a une révolution numérique et je suis pas mieux placé que n'importe qui pour le dire, et je n'en sais pas plus que beaucoup, et même moins que beaucoup, pour en traiter. Mais la réponse est clairement oui. Et de cette révolution, qui pour moi s'inscrit dans le présentisme, ou est un élément du présentisme, ou même un des moteurs du présentisme. Cette révolution, nous découvrons jour après jour les effets qu'elle va avoir, qu'elle est en train d'avoir ou qu'elle a déjà eu. En matière, alors là, je ne vais pas me livrer à un inventaire de ce qui, je n'ai pas les compétences pour le faire, mais même mais en matière d'emploi, c'est une totale évidence. En matière de recherche, c'est aussi une évidence, cette nouvelle condition numérique. Cette omniprésence désormais de l'Internet a comme incidence que Internet, c'est le présent. Il n'y a que du présent sur Internet, puisque tout est là, tout le temps. Et même, Internet n'oublie pas. Au point qu'il a fallu introduire un droit à l'oubli. Donc c'est une espèce de mémoire qui est totalement présente à elle-même pour un temps indéterminé. C'est quelque chose d'assez impressionnant. On ne meurt pas sur Internet, parce qu'on ne supprime pas les morts. Parce que ça ferait baisser le nombre d'abonnés de manière drastique, ce qui serait très ennuyeux pour les réseaux sociaux. Bon. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut comme ça repérer. Donc la révolution numérique, elle est gigante, elle est impressionnante et en cours. Bon. Elle
Alors, je trouve que j'évoquais tout à l'heure l'avenir, cette grande déité, divinité du XIXe siècle et du régime moderne, qui a tiré en avant les sociétés pour aller vers cet avenir, pour réaliser cet avenir, pour construire cet avenir, etc., etc. La révolution d'Internet, la révolution numérique, elle est dans le présent. Elle n'ouvre pas d'avenir. Je ne veux pas dire qu'on invente tous les matins des trucs, mais si vous prenez les logiciels que l'on fabrique, avec lesquels certains gagnent des fortunes en 3 semaines, c'est pour intervenir dans la gestion du présent. Airbnb, c'est améliorer la rentabilité de votre patrimoine en pouvant louer votre appartement. Donc c'est une gestion des flux. Et là, donc il n'y a pas de perspective qui soit aussi mobilisatrice qu'a pu l'être au XIXe siècle l'avenir. Alors je ne pense pas, je ne souhaite pas que l'avenir revienne comme ça sur son piédestal, mais c'est pour par rapport aux révolutions du XIXe, la révolution numérique a, si on la regarde à travers ce prisme qui est sous cette entrée qui est celle du temps, est concentrée pour l'heure, peut-être que ça changera, sur le présent et le seul présent. Merci François Hartog de vous être livré à ce jeu des questions et réponses. Merci de m'y avoir aidé.